Encore 2 dodos. Et ce sera les Pégases, la cérémonie des remises de prix des jeux vidéo français. Et pour en parler, quoi de mieux qu'avoir le président du syndicat national du jeu vidéo, Levan Sarjeveladze. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc c'est dans 2 jours. Beaucoup de suspense ou pas trop, parce qu'on a un jeu français qui a gagné les Game Awards. Donc on s'imagine qu'ils vont gagner d'autres titres, Clair Obscur, Expédition 33, Sandfall. Mais plutôt que de parler que d'eux, j'ai envie de vous demander, vous, président du SNJV, comment vous vous sentez à 2 jours des Pégases, après l'année qu'on vient de vivre pour le jeu vidéo français? Alors, c'est une question à plusieurs étages, puisque c'est un petit peu ambivalent, parce que déjà, on est quand même à fond dans l'organisation de cet événement-là pour jeudi, donc dans 2 jours, avec des compétiteurs qui sont extraordinaires. C'est vrai que vous mentionnez Clair Obscur, qui est un jeu absolument extraordinaire, qui a effectivement eu un succès très, très grand. Qui collectionne les prix. Qui collectionne les prix. Qui en aura peut-être à cette occasion, mais qui ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, et notamment la forêt aussi des grandes réussites françaises qu'on a pu avoir. On peut penser à Absolum, par exemple, qui était d'ailleurs également nommé en meilleur jeu indépendant. On avait d'autres jeux, on avait bien sûr Shinobi Heart of Vengeance en meilleur jeu d'action, et le dernier c'était Slow Clap avec Rematch. Donc on avait 4 jeux français nommés au Game Awards. Ça, c'était historique. Tout à fait, c'était historique. C'est peut-être, mais voilà, c'est pas parce que c'est historique qu'il faut pas qu'on le refasse plus tard. Mais voilà, en tout cas, une très bonne moisson. Et puis il faut aussi nommer d'autres, parler peut-être d'autres jeux. C'est vrai que The Rock, Prince of Persia de Evil Empire, et puis des jeux aussi qui forcément vont vendre un petit peu moins, comme Wednesdays de Pixel Hunt, par exemple. Donc des jeux à mon avis très importants. Et voilà, donc l'année 2025, en termes de qualité vidéoludique, a été vraiment une excellente année pour le jeu vidéo français, ça il faut le dire. Mais évidemment, on ne peut pas voir le verre uniquement à moitié plein. En 2025, comme 2024, on a également eu beaucoup de mauvaises nouvelles. On a une restructuration qui est en cours dans notre secteur, qui peut-être n'est pas encore terminée. Mais voilà, donc ça reste. Là, les grosses inquiétudes, par exemple, c'est Ubisoft. Alors, en gros, l'avenir d'Ubisoft, il conditionne beaucoup de choses quand même pour tout l'écosystème français. Oui, donc il y a une restructuration qui est en cours au niveau d'Ubisoft. Ubisoft, c'est une entreprise qui est importante. Évidemment, c'est pas n'importe quelle entreprise dans le jeu vidéo français. Ça compte énormément d'emplois. On peut également parler du groupe Nacon, par exemple, qui vient de déposer le bilan. Ils n'ont pas déposé le bilan. Ils se sont mis sous la. Ils sont en situation de redressement. Je crois qu'ils ont demandé, à l'heure où on parle en tout cas, ils ont demandé leur mise en redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est pas forcément le fait de. Ça s'est pas terminé, loin de là. L'entreprise est en danger pour l'instant. L'entreprise est en difficulté. Et on peut aussi mentionner d'autres groupes qui, par exemple, le groupe Focus, il y a 2 ans, le cours de bourse n'était pas bon. Il y a eu quelques insuccès. Et puis, tout à coup, ils sont repartis avec d'autres jeux qui ont marché. Donc voilà. Et là aujourd'hui, ils se portent. Alors, pour autant que je sache, ils se portent bien. Donc voilà, il y a des choses. On est une industrie culturelle. C'est-à-dire qu'une industrie culturelle, c'est une industrie où les choses peuvent aller très vite, où on passe d'une révolution à l'autre, d'une restructuration à l'autre. Voilà, il y a des enjeux technologiques aussi, il faut suivre. Et puis, on peut, avec un four économique, on peut fermer un studio qui avait fait 3 chefs-d'œuvre avant. Ça, c'est assez courant. C'est quoi le point de fragilité de l'écosystème français, si on devait en pointer vraiment le point de travail pour améliorer les choses? Alors déjà, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que la crise qu'on traverse est une crise qui est mondiale. Et dans ce contexte, la France se débrouille pas moins bien que les autres pays. Au contraire, on a des amortisseurs et globalement, si on regarde les ratios, on se débrouille même mieux. Alors, on verra à la fin de la crise, qui est en train de se terminer quand même. Et certains studios, d'ailleurs, ont déjà commencé à bien remonter. Mais voilà, on se débrouille pas mieux. Pas moins bien que les. Pas mieux, pardon. Oui, on se débrouille même mieux que les autres. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le dire. Donc ça, il faut le dire aussi. Ensuite, on a des points de fragilité. C'est que moi, je suis particulièrement attentif aux fragilités que peuvent rencontrer les petits studios qui font pas forcément la une des journaux s'ils licencient ou s'ils ont des problèmes. Par exemple. On parlait de Pixel Hunt sur Wednesday, par exemple, qui est soutenu par Arte, mais qui reste une structure fragile par essence. Alors, par essence, mais voilà, par construction. Voilà, et ça ne peut pas être autre chose qu'une structure fragile. Mais il y a comme ça des centaines de studios français. Il faut qu'on parle d'eux et il faut qu'on les aide à se maintenir, voire à grossir et avoir de l'ambition. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important, l'aide aux structures de taille petite et moyenne. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas joué à Wednesday, donc un jeu de Pixel Hunt qui parle des violences sexuelles envers les mineurs. Donc forcément, le sujet, commercialement, on sait que c'est un pari, mais la France arrive à sortir des jeux de ce type, et ça, c'est un peu aussi
une particularité culturelle française qu'il faut préserver? Moi, je pense. Alors, il faut pas être chauvin. Il y a évidemment d'autres pays qui produisent aussi des jeux très intéressants d'un point de vue artistique. Des jeux à impact, on pourrait dire. Bien sûr, des jeux à impact, ce genre de choses. Donc, il y a pas que, il y a pas que les je dis Français. ça parce qu'au Pégase, il y a une catégorie au-delà du jeu vidéo, donc qui revendique cet aspect. Et où il y a effectivement 3 jeux très intéressants qui sont nommés ou nominés. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que la France sait faire, et on sait faire aussi des jeux narratifs. Alors, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on sait vraiment, on sait tout faire. On est dans tous les compartiments de jeu. Cocorico. Voilà, sur les jeux mobiles, sur les jeux casu, sur les jeux consoles, les jeux PC, les AAA, les jeux indés, on est un peu partout. Et donc, on a plus de mal à savoir comment se financer, surtout qu'il y a quand même une concurrence. Alors, on l'a peut-être pas dit, vous parliez du fait qu'on n'est pas si mauvais par rapport aux autres pays. Et il y a quand même des nouveaux acteurs qui, eux, arrivent avec d'énormes moyens. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Chine, qui n'est pas un nouvel acteur, mais qui a des possibilités de financement importantes. Ça, c'est un peu de la concurrence déloyale, ou en tout cas, c'est des paramètres qui sont très compliqué à gérer parce qu'on est sur des masses financières en fait qu'on ne peut pas espérer avoir en France. Alors, c'est toujours intéressant de se dire, dès qu'on entend le mot concurrence, parfois on a envie de dire déloyal. C'est un petit peu comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. À l'entrée concurrence, on aura envie de mettre 2 points déloyal. Ça pouvait y ressembler. Et oui, bien sûr, mais c'est évidemment pas du tout une accusation. Mais c'est vrai que voilà, il faut pas qu'on soit en mode défensif. Il faut dire ça sur une chaîne qui parle beaucoup d'économie aussi. Donc vos auditeurs. Ça veut dire que la France, par exemple, doit laisser entrer certains investisseurs de ces nouveaux acteurs, de ces nouveaux pays émergents. En tout cas, on doit avoir conscience que le jeu vidéo, c'est un phénomène mondial depuis déjà pas mal de temps. Donc la Chine, évidemment, d'autres pays également, comme des pays d'Afrique, certains pays d'Asie sur lesquels il y a encore de la croissance à aller chercher, mais c'est un phénomène qui est mondial. Tout le monde joue et aussi tout le monde produit des jeux vidéo. Donc on n'a pas à être gêné aux entournures là-dessus. Il faut qu'on arrive à parler à tout le monde. S'il y a besoin de financement, il faut qu'on arrive aussi à parler à tous les investisseurs. Il n'y a pas de raison de jouer uniquement entre nous, entre Français, mais c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. On a des entreprises. Alors, on a parlé d'Ubisoft tout à l'heure, une grande locomotive qui tire quand même la porte, voilà, qui ouvre beaucoup de portes, mais également beaucoup de structures de taille intermédiaire. Je peux penser à Quantic Dream, à Dontnod, donc des Focus ou Nacon également, des éditeurs. Et plusieurs autres comme ça, voilà, qui arrivent à trouver des financements ailleurs et qui arrivent à avoir les moyens de leurs ambitions. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Il ne faut pas qu'on se laisse enfermer et en restant juste sur notre territoire, aussi bien un territoire de consommation que un territoire d'investissement. Un point plus d'avenir, c'est un label pour certifier les écoles de jeux vidéo. Il y a déjà Isart Digital qui vient d'obtenir une certification titre d'ingénieur. Donc ça, c'est pour les métiers très techniques. C'est, je pense, une bonne nouvelle pour l'industrie. En quoi c'est essentiel de créer ce label? Ça répond à quel problème qui est en train de se créer? Et surtout, qu'est-ce que ça doit permettre aussi pour l'écosystème français du jeu vidéo sur les 5 à 10 prochaines années? Ça, c'est une question très importante, à mon avis, effectivement. Donc là, on est en période, entre guillemets, de crise. Donc on a envie de s'attaquer à des choses de court terme. Et on a évidemment raison. Le court terme, c'est quand même la chose la plus prioritaire, c'est l'urgence. Mais enfin, il ne faut pas qu'on oublie aussi le long terme. Et tout à l'heure, vous me demandiez quels sont les avantages compétitifs un petit peu du jeu vidéo français. Eh bien, il y a notamment ça. Il y a notamment la formation, l'éducation, les ressources humaines. Et c'est évidemment la clé, c'est l'alpha et l'oméga d'absolument tout. En France, on a de bonnes formations de façon générale d'ingénieurs, d'informaticiens, de codeurs, d'artistes également, des écoles d'art. Et on a également de très bonnes écoles de jeux vidéo. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à pérenniser, à protéger entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai proposé la création de ce label il y a quelques mois. On est en train de travailler dessus. L'idée, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes écoles. Beaucoup d'offres, mais pas forcément toutes de la même qualité. Et voilà. Et c'est vrai qu'on peut avoir des nouveaux entrants qui se disent, bah voilà, c'est assez. On va essayer de. Il n'y a pas que le jeu vidéo qui est concerné par ça. C'est tout l'enseignement supérieur privé qui a ce problème. Mais enfin. Il faut qu'on balaye devant notre porte et effectivement, il ne faut pas que des parents, par exemple, inscrivent leurs enfants dans des écoles privées de jeux vidéo qui promettent monts et merveilles et qui à la fin ne délivrent rien. Parce que le prix sera pas plus bas. Le prix sera pas plus bas et en plus, on a des très bonnes formations en France. Donc, il faut flécher les jeunes et leurs parents vers ces écoles de formation. Alors, une action publique et une action privée, tout n'est pas public, loin de là. Mais enfin, voilà, il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles. Et après, les parents font leur choix. Et puis surtout, une chose qui va être très importante, c'est que les parents et les enfants, souvent ce sont les parents qui prennent ce genre de décision quand même, en dernier ressort, aient des informations fiables et transparentes sur cette école, qu'est-ce qu'elle promet,
combien d'heures de cours, en présentiel, quels sont après les débouchés derrière, est-ce que les gens dans l'industrie embauchent ces diplômes-là? Ça, c'est très important. Ça veut dire que les acteurs, donc les adhérents du SNJV par exemple, mais peut-être aussi les adhérents du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, ils vont devoir être impliqués dans ce label. C'est-à-dire que c'est quand même les studios qui vont devoir pouvoir dire quelles écoles en fait forment bien les étudiants. Ça veut dire prendre peut-être certains en stage, créer des échanges en fait directs avec ces écoles. Alors des échanges existent déjà avec les écoles, ça on a avec ça les plus connus, avec les plus connus. Et puis évidemment, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les plus connus. Ça c'est important qu'il n'y ait pas non plus de. Il faut qu'il y ait de nouveaux acteurs qui. Il faut aussi qu'il y ait de nouveaux acteurs qui puissent effectivement entrer s'ils sont sérieux. Mais de façon générale, donc nous, notre approche sur ce label, ce sera d'avoir une approche, d'une part, effectivement, concrètement, qu'est-ce qu'on embauche et qu'est-ce qu'on en pense de ces profils-là, qu'est-ce qu'on embauche dans nos studios, mais également des approches quand même universitaires et puis chiffrées. Voilà, combien est-ce qu'il y a d'heures de cours, comment ça se passe, quelles sont les formations, etc., etc. Ça veut dire s'adosser peut-être aussi au ministère de l'Éducation, au ministère du Travail. Souvent, les formations supérieures privées, c'est via la reconnaissance RNCP, c'est faire en sorte qu'ils répondent à des cahiers des charges très précis en amont, avant même de proposer leur formation, en fait. En tout cas, nous, on sera force de proposition quant à ce cahier des charges, ou une partie de ce cahier des charges. Voilà. Je pense que c'est très important que surtout en ces moments un petit peu compliqués, que l'industrie prenne ses responsabilités et vraiment flèche les bonnes formations. Donc là, on parle de l'avenir de la filière, on parle de l'avenir aussi des jeunes qui voudraient travailler dedans. Il y a un autre point clé qui est encore un peu flou, mais qui est important, c'est le Digital Fairness Act. Vous en avez parlé lors de votre audition au Sénat. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est le Digital Fairness Act en lui-même ou la manière dont on envisage de l'appliquer pour l'industrie du jeu vidéo? Alors, vous êtes assez critique encore dessus à ce stade. Oui, je suis assez critique. Alors, il faut souligner, le Digital Fairness Act, c'est quelque chose qui est assez complexe, hein, et même des auditeurs, des spectateurs de Bismarck peuvent être, alors qu'on a un public averti quand même. Mais très concrètement, le DFA, c'est un texte qu'on n'a pas encore. La Commission européenne va travailler dessus. Proposition dernier trimestre 2026, a priori la proposition de loi. C'est ça, c'est le calendrier qui est prévu. Et qui a l'air quand même de ressembler, les premiers signaux qu'on a, ça a l'air de ressembler à une espèce d'usine à gaz. Voilà, pour le dire de façon extrêmement claire, dans lequel on se pose la question, et on a raison de le faire, de l'Europe comme lieu de consommation de services numériques et donc de jeux vidéo. Et on a raison de le faire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'Europe, ça ne doit pas être qu'un musée chapeauté par un centre commercial. Ça doit aussi être un lieu de production et d'exportation. Ça doit aussi être une usine et un centre de R&D. Et la Digital Fairness Act il semble un petit peu être dans cette mouvance un peu intellectuelle de considérer d'abord et uniquement les consommateurs, sans absolument prendre en compte... Ce dont vous avez peur, là on parlait de concurrence déloyale avant, c'est que les acteurs américains, chinois n'aient pas les mêmes contraintes que les acteurs européens, mais si un acteur chinois veut proposer un jeu au public européen, il devra bien normalement se calquer sur les directives. Alors, moi, je ne veux pas tomber effectivement dans le dictionnaire des idées reçues que j'ai lancé tout à l'heure, mais je pense que vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'on a un problème de concurrence déloyale qui risque de frapper les services numériques exactement comme il frappe l'agriculture ou l'industrie. Mais qui le frapperont même de façon beaucoup plus démesurément importante. Concrètement, si vous êtes un consommateur sur votre téléphone Android d'un jeu qui est proposé par un studio australien publié par un éditeur turc, et je prends ces exemples pas du tout au hasard, les éditeurs qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui sont pas dans l'Union européenne et qui sont des nations de jeux vidéo tout à fait intéressantes. Mais très concrètement, qui va être responsable de vérifier le DFA? Ce sera la CNIL, globalement. C'est la CNIL qui a déjà très peu de moyens, qui enverra un courrier recommandé, le cas échéant, en donc Turquie, elle pourra en signaler Australie. un problème, mais pas faire appliquer une sanction. Elles ne seront pas appliquées pour les studios qui ne sont pas européens, et même parfois qui ne sont pas français, s'agissant des surtranspositions auxquelles nous sommes, hélas, habitués en France. On va mettre ce dossier de côté et je pense qu'on fera une table ronde dessus en fin d'année parce que c'est là où on commencera à rentrer concrètement dedans. D'ici là, on va profiter des Pégases qui arrivent dans 2 jours. Hein. Allons sur les bonnes nouvelles. Levan Sarjeveladze, merci beaucoup. Merci. J'ai prononcé sans erreur votre nom de famille et ça, c'est un vrai challenge. À bientôt sur le plateau de PlaySmart. Tout de suite, on continue avec un focus sur une très belle initiative, le musée du jeu vidéo, c'est à Arcueil. Et Levan Sarjeveladze y est peut-être déjà allé.